Chapitre 5. À la rescousse du bûcheron en fer-blanc. Quand Dorothée s'éveilla, le soleil brillait à travers les arbres et cela faisait déjà longtemps que Toto pourchassait les oiseaux autour d'elle. L'épouvantail se tenait toujours patiemment debout dans son coin. « Nous devons aller chercher de l'eau, lui dit-elle. « Pourquoi vous faut-il de l'eau » s'étonna-t-il. « Pour me laver la figure après la poussière de la route et pour boire, afin que le pain sec ne me reste pas coincé dans la gorge. » « Cela ne doit pas être pratique d'être fait de chair, dit pensivement l'épouvantail, car vous devez dormir, manger et boire. En revanche, vous avez une cervelle, et cela vaut bien des soucis d'être capable de penser convenablement. » Ils quittèrent la cabane et, en cheminant sous les arbres, parvinrent à une petite source d'eau claire où Dorothée but, se baigna et prit son petit déjeuner. La fillette vit qu'il ne restait pas beaucoup de pain dans le panier et se félicita que l'épouvantail n'ait pas besoin de manger, car il y en avait à peine assez pour que Toto et elle tiennent la journée. Alors qu'elle avait fini son repas et s'apprêtait à retourner sur la route de briques jaunes, un grognement proche la fit sursauter. « Qu'est-ce que c'était » chuchota-t-elle apeurée. « Je n'en ai aucune idée, répondit l'épouvantail, mais nous pouvons aller voir. » À cet instant, un autre grognement se fit entendre, et le son parut provenir de derrière eux. Ils se retournèrent et firent quelques pas dans les bois. Dorothée découvrit alors quelque chose qui brillait dans un rayon de soleil perçant à travers les arbres. Elle courut vers l'objet et s'arrêta net en poussant un cri de surprise. L'un des grands arbres avait été en partie abattu et à côté, serrant une hache entre ses mains, se tenait un homme entièrement en fer blanc. Sa tête, ses bras et ses jambes étaient articulés, mais il restait parfaitement immobile, comme s'il lui était tout à fait impossible de bouger. Dorothée le considéra avec stupeur, ainsi que l'épouvantail, tandis que Toto aboyait et essayait de mordre ses jambes en fer blanc sur lesquelles il se cogna les dents. « C'est vous qui avez grogné » demanda Dorothée. « Oui, confirma l'homme en fer blanc, c'est moi. Cela fait plus d'1 an que je grogne, et jamais personne ne m'a entendu et n'est venu à mon aide. »« Que puis-je faire pour vous » s'enquit-elle avec douceur, car la tristesse dans la voix de l'homme l'avait touchée. « Trouvez un bidon d'huile et huilez-moi les articulations, répliqua-t-il. Elles sont si rouillées que je ne peux plus bouger du tout. Si je suis bien huilée, ça ne tardera pas à s'arranger. Vous trouverez un bidon d'huile sur une étagère dans ma cabane. » Aussitôt, Dorothée courut à la cabane et trouva le bidon d'huile. Puis elle revint et demanda un peu inquiète. « Où sont vos articulations ?»« Huilez d'abord mon cou, indigua le bûcheron en fer blanc. » Alors elle le huila, et comme s'il était vraiment rouillé, l'épouvantail saisit la tête en fer blanc et la tourna doucement d'un côté et de l'autre jusqu'à ce qu'elle bouge avec facilité. Puis l'homme put la tourner lui-même. « Maintenant, huilez les articulations de mes bras, reprit-il. Alors Dorothée les huila, et l'épouvantail les plia avec précaution jusqu'à ce qu'elles soient débarrassées de la rouille et comme neuves. Le bûcheron en fer blanc poussa un soupir de satisfaction et abaissa sa hache qu'il appuya contre l'arbre. « Cela fait bien beaucoup de bien, constata-t-il. Je tiens cette hache en l'air depuis que je suis rouillé, et je suis bien content de pouvoir enfin la poser. Maintenant, si vous voulez huiler les articulations de mes jambes, je serai tout à fait remis. » Ils huilèrent donc ses jambes jusqu'à ce qu'il puisse les bouger librement. Et il les remercia encore et encore de l'avoir délivré, car il semblait être quelqu'un de très poli et de très reconnaissant. « J'aurais pu rester toujours ici si vous n'étiez pas passé, dit-il, de sorte que vous m'avez certainement sauvé la vie. Que faites-vous par ici ?»« Nous faisions route vers la cité d'Émeraude pour voir le grand Oz, dit Dorothée, et nous nous sommes arrêtés dans votre cabane pour y passer la nuit. »« Pourquoi souhaitez-vous voir Oz » questionna-t-il. « Je veux qu'il me renvoie au Kansas. Et l'épouvantail veut qu'il mette un peu de cervelle dans sa tête, répliqua-t-elle. Le bûcheron en fer blanc sembla méditer un moment. « Pensez-vous qu'Oz pourrait me donner un cœur ?»« Eh bien, je suppose que oui, répondit Dorothée. Ce ne serait pas plus difficile que de donner une cervelle à l'épouvantail. »« C'est vrai, admit le bûcheron. Alors, si vous me permettez de me joindre à vous, j'irai moi aussi à la cité d'Émeraude demander de l'aide à Oz. »« Venez avec nous, acquiesça l'épouvantail de bon cœur. » Et Dorothée ajouta qu'elle serait ravie de sa compagnie. Alors le bûcheron hissa la hache sur son épaule et ils marchèrent dans la forêt jusqu'à la route pavée de briques jaunes. Le bûcheron en fer blanc avait demandé à Dorothée de mettre le bidon d'huile dans son panier.
car si j'étais surpris par la pluie, expliqua-t-il, j'aurais absolument besoin du bidon d'huile. C'était une chance que leur nouveau camarade se fût joint à eux, car peu de temps après avoir repris leur chemin, ils parvinrent à un endroit où les arbres et les branches envahissaient toute la route que les voyageurs ne pouvaient plus avancer. Mais le bûcheron en fer-blanc se mit à l'œuvre avec sa hache et travailla tant et si bien qu'il eut bientôt dégagé un passage pour tout le petit groupe. Tout en marchant, Dorothée était tellement perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas quand l'épouvantail trébucha sur un trou et roula jusqu'au bord de la route. Il fut même obligé de l'appeler pour qu'elle aille l'aider à se relever. « Pourquoi ne pas avoir contourné le trou ?» s'étonna le bûcheron en fer-blanc. « Je ne suis pas assez malin, expliqua gaiement l'épouvantail. Ma tête est bourrée de paille. Vous savez, c'est pourquoi je vais voir Ose pour lui demander une cervelle. »« Oh, je vois, fit le bûcheron en fer-blanc. Mais la cervelle n'est pas ce qui compte le plus au monde, finalement. En avez-vous, s'enquit l'épouvantail ? Non, ma tête est tout à fait vide, répliqua le bûcheron en fer-blanc. Mais autrefois j'avais une cervelle et aussi un cœur. Et ayant essayé les deux, je préfère de loin un cœur. Et pourquoi cela ? Demanda l'épouvantail. Je vais vous raconter mon histoire et vous le saurez. Ainsi, pendant qu'il cheminait dans la forêt, le bûcheron en fer-blanc raconta l'histoire qui suit. Je suis né d'un forestier qui abattait des arbres dans la forêt et vendait le bois pour vivre. Une fois grand, je devins bûcheron à mon tour, et après la mort de mon père, je pris soin de ma vieille mère aussi longtemps qu'elle vécut. Puis je décidai de me marier plutôt que de rester seule pour ne pas souffrir de la solitude. Parmi les filles croquignonnes, il y en avait une qui était si jolie que bientôt je l'aimais de tout mon cœur. De son côté, elle promit de m'épouser dès que je gagnerais assez d'argent pour lui bâtir une maison plus belle. Et je me mis à travailler plus dur que jamais. Mais cette fille vivait avec une vieille femme qui ne voulait pas qu'elle se marie, car elle était si paresseuse qu'elle voulait la garder auprès d'elle, pour lui faire la cuisine et le ménage. Alors la vieille femme alla voir la vilaine sorcière de l'Est, et lui promit 2 moutons et 1 vache si elle empêchait le mariage. Là-dessus, la vilaine sorcière jeta un sort sur ma hache, et un jour que je bûcheronnais avec entrain, car j'étais impatient de m'installer le plus vite possible dans ma nouvelle maison avec ma femme, tout d'un coup, la hache dérapa et me coupa la jambe gauche. Au début, cela me parut un grand malheur, car je savais qu'un unijambiste ne pouvait pas être un bon bûcheron. Alors, j'allai voir un fer-blantier pour lui commander une jambe en fer blanc. La jambe fonctionnait très bien, une fois que j'y fus habituée. Mais la sorcière de l'Est se fâcha de ce que j'avais fait, car elle avait promis à la vieille femme que je n'épouserais pas la jolie fille croquignonne. Quand je me remis à l'ouvrage, la hache dérapa une 2e fois, et me coupa la jambe droite. Je retournai voir le fer-blantier, qui me fit une autre jambe en fer blanc. Ensuite, la hache ensorcelée coupa mes bras, l'un après l'autre. Mais, sans me démonter, je les fis remplacer par des bras en fer blanc. Alors la vilaine sorcière de l'Est fit déraper la hache de telle sorte qu'elle me coupe la tête, et je crus d'abord que c'en était fini de moi. Mais le fer-blantier passait par là, et me fit une nouvelle tête en fer blanc. Je pensais avoir vaincu la vilaine sorcière, et je travaillais avec plus d'ardeur que jamais. Mais c'était mal connaître la cruauté de mon ennemie. Elle trouva un autre moyen de tuer mon amour pour la belle demoiselle croquignonne. Elle fit déraper la hache encore une fois, afin qu'elle coupe mon corps en son milieu, me séparant en 2. À nouveau le fer-blantier vint à mon aide, et me fit un corps en fer blanc, auquel il fixa mes bras et mes jambes en fer blanc, grâce à des articulations, pour que je puisse continuer à bouger comme avant. Mais hélas, comme je n'avais plus de cœur, je perdis tout mon amour pour la fille croquignonne, et je me moquais bien de l'épouser. Je suppose qu'elle vit toujours avec la vieille femme dans l'attente que je vienne la chercher. Mon corps brillait si fort au soleil que j'en étais très fière, et cela n'avait plus d'importance si ma hache dérapait, puisqu'elle ne pouvait plus me couper. Je ne courais qu'un seul danger, celui que mes articulations rouillent. Aussi, je gardais un bidon d'huile dans ma cabane, et je prenais bien soin de me huiler chaque fois que j'en avais besoin. Cependant, un jour, j'oubliai de le faire et me trouvai pris dans une tempête. Avant que j'eusse réalisé le danger, mes articulations avaient rouillé, et je restais debout dans les bois, sans pouvoir bouger, jusqu'à ce que vous veniez à mon aide. Ce fut une terrible épreuve, mais durant l'année que je passai ainsi, j'eus le temps de réfléchir et de juger que la plus grande perte que j'avais connue était celle de mon cœur. Quand j'étais amoureux, j'étais l'homme le plus heureux de la terre,
Mais personne ne peut aimer sans un cœur, et je suis donc résolue à en réclamer un à Ose. S'il me le donne, je retournerai voir la demoiselle Croquignonne pour l'épouser. » Dorothée et l'épouvantail s'étaient montrés tous deux très intéressés par l'histoire du bûcheron en fer-blanc, et ils comprenaient maintenant pourquoi il tenait tant à avoir un nouveau cœur. « Quand même, remarqua l'épouvantail, je demanderais une cervelle plutôt qu'un cœur, car un imbécile ne saurait que faire d'un cœur s'il en avait un. »« Je choisis le cœur, déclara le bûcheron en fer-blanc, car une cervelle ne fait pas le bonheur, et le bonheur est la meilleure chose du monde. » Dorothée ne dit rien, puisqu'elle n'arrivait pas à savoir lequel de ses amis avait raison, et elle décida que si elle pouvait retourner au Kansas et retrouver tante M, peu importait que le bûcheron n'ait pas de cœur et l'épouvantail pas de cervelle, ou bien qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était qu'il n'y avait presque plus de pain, et qu'après un autre repas pour elle et Toto, le panier serait vide. Certes, ni le bûcheron ni l'épouvantail ne mangeaient jamais rien, mais elle n'était ni en fer-blanc ni en paille, et